Est-ce que tu te rappelles du transfert de Dusan Vlahovic à la Juventus? Est-ce que tu te rappelles du contexte assez spécial entourant ce transfert? La Fiorentina voulait prolonger son joueur, mais n'avait pas réussi à trouver d'accord. Pas mal de clubs étaient sur lui, pas mal de clubs étaient prêts à faire des efforts financiers pour le signer, malgré sa fin de contrat approchante. Mais lui voulait la Juventus. Il était une opportunité de marché, le club venait de perdre Cristiano Ronaldo, tout aurait pu se faire simplement à la fin de saison, mais la situation ne le permettait pas. Le champion d'Italie sortait d'une saison compliquée, les pertes économiques du club étaient importantes, trop importantes, et Covid n'a pas aidé à arranger la situation. Les caisses du club étaient vides, l'effectif avait besoin d'être renforcé, et ça explique pourquoi avant Vlahovic, l'objectif était de signer un joueur plus accessible pour renforcer l'équipe avant de signer le Serbe en été. De mémoire, le joueur visé c'était Anthony Martial, mais avant que les discussions n'aillent trop loin, la Fiorentina a forcé la Juventus à agir dès l'hiver. Après avoir compris que Vlahovic ne prolongerait pas, rendu la situation publique et trouvé son remplaçant avec Arthur Cabral, son départ était en préparation. Arriva Bene avait le choix, il aurait pu prier pour que Arsenal ne réussisse pas à le convaincre sa cible, tourner la page en cas de transfert, mais il a finalement décidé de poser le budget mercato des 3 prochaines années sur Dusan. Une décision réfléchie, le club était en manque de force offensive, devait absolument être compétitif au plus vite pour battre Villarreal et assurer le top 4. Son apport était donc nécessaire. Arriva Bene a profité d'une entrée de 400 millions dans le capital du club censé stabiliser la période post-Covid pour s'offrir le joueur hype du moment, poser 70 millions sur un buteur serbe à 7 millions l'année pour relancer la dynamique sportive du club, mais ironiquement, c'est ce transfert, cet afflux d'argent qui est à l'origine de la situation catastrophique que connaît actuellement la Juventus. La vieille dame est sous surveillance judiciaire, notamment à cause de 2 hommes, Fabio Paratici et Andrea Agnelli. Lorsque Agnelli obtient le pouvoir en 2010, il récupère un club en mauvais état, traumatisé par Calciopoli, et en 12 ans, il l'a transformé en leader du championnat. Pendant une décennie, il a dominé l'Italie, a réussi de très gros coups sur le marché des transferts, a atteint plusieurs finales européennes avant de finalement perdre son hégémonie face à l'Inter, puis de démissionner en 2022. La raison, les résultats de plusieurs enquêtes sur les comptes du club. Lorsque l'augmentation de capital de 400 millions a eu lieu, le club étant coté en bourse a dû expliquer la situation et présenter ses comptes, qui a permis à un organisme gérant les finances de comprendre que de gros problèmes existaient. Ce qui a fait les gros titres, ce sont les enquêtes concernant la survalorisation de 42 transferts, comme celui concernant Arthur et Pjanic, ou 36 très jeunes joueurs de la Juventus vendus assez cher. Beaucoup ont déjà mis la lumière sur ce problème, ont déjà fait des vidéos pour expliquer la situation, ont déjà démontré que Fabio Paratici en abusait, mais l'enquête a permis de mettre la main sur certains contrats ou conversations privées prouvant les faits. Un problème qui concerne pas mal de clubs italiens, notamment le Genoa ou l'Atalanta, mais dans cette magouille, c'était bien la Juventus, les maîtres du jeu, et surtout ceux qui ont gardé le plus de traces de cette magouille. Voilà la première enquête, celle qui a attiré toute la lumière, mais ce n'est pas la seule escroquerie ayant gangréné les comptes du club. Une autre enquête a mis en lumière la gestion des salaires de l'effectif durant la période Covid, alors que le club annonçait avoir trouvé un accord pour baisser les salaires pendant quelques mois. Pas mal de joueurs du vestiaire et les dirigeants s'étaient mis d'accord pour obtenir des primes et leurs salaires en différé au black afin de contourner les restrictions et les contraintes du fisc italien. En quelques mois, la Juventus, qui était déjà dans le dur sportivement et économiquement, a connu une nouvelle crise, a perdu son comité de direction d'abord sur démission, puis sur une suspension de leur droit d'exercer dans le milieu entre 8 et 30 mois selon les cas, s'est vu amputé de 15 points dans le classement et risque de très grosses sanctions, notamment une énorme amende et un ban des compétitions européennes pour avoir tenté de tricher devant le fair play financier. Voilà à peu près la situation de la Juventus, tout ce qu'il faut savoir en résumé pour débile sur l'enquête Prisma, parce que ça c'est vraiment compliqué de tout comprendre, j'ai vraiment mis du temps, donc je te l'explique en vite fait. Actuellement le club attend l'appel de sa décision, et si pas mal de personnes ont arrêté leur vidéo ici, ont arrêté d'analyser la situation à partir de ce moment-là, c'est la suite qui est la plus intéressante dans cette histoire. L'idée de confier la Pressarie à Pirlo était stupide, il n'était pas l'homme de la situation, mais son salaire et sa disponibilité ont fait de lui l'homme idéal. Le plan de base était bon, de lui permettant de grandir à la tête du 23, de lui laisser le temps de passer certains caps manquants, mais en le lâchant directement dans le grand bain, en lui laissant un effectif sclérosé par la vieillesse et les blessures, il n'a jamais pu montrer le coach qu'il était. Il a été viré avant d'avoir l'occasion de créer quelque chose au club. Depuis son départ, rien n'a vraiment changé, le club a perdu quelques solutions de remplacement qu'il avait, que ce soit Delir, McKennie ou Kulusevski, a perdu Chiellini, a rarement pu compter sur Chiesa malgré la levée de la clause, et la situation sportive déjà chaotique ne s'est jamais améliorée. Reprendre Allegri était une erreur que tout le monde avait vu venir, il a su convaincre le board qu'il était l'homme de la situation, et je pense que si sa clause de départ n'était pas aussi importante, il ne serait plus entraîneur depuis un beau moment. Sous l'ancien, le retard avec les concurrents s'est creusé, le jeu dégoûte les supporters qui vident peu à peu le stade, et malgré la série de victoires, il est quasiment impossible d'imaginer la Juventus réussir à remonter sur le podium. Sans Europe, les finances seront touchées,
elles l'ont déjà été par l'échec en phase de poule cette saison, ce qui force un all-in sur une victoire finale en Europa League pour sécuriser la LDC. En perdant 15 points, en passant de la 3e à la 10e place, le club a connu un sacré coup de pression. Depuis 2 ans, la vieille dame n'a pas connu le titre de champion, n'a même pas connu le podium, et voit l'Inter, l'AC Milan, Naples entrer dans une nouvelle ère, pendant que le club coule petit à petit pour laisser ses concurrents passer devant. L'idée de concentrer son projet sportif autour de Cristiano Ronaldo, de ne pas créer sa propre star mais de l'acheter, a finalement coûté cher. Il était celui qui les a empêchés de passer ce dernier palier, celui qui les a privés d'un titre européen, et pour le club, pour la direction, il était donc logique qu'il soit celui qui puisse leur offrir la victoire en finale de LDC. Une stratégie qui économiquement a été très coûteuse. En plus des 100 millions de son transfert, son salaire a fait mal aux finances, malgré son énorme apport dans ce domaine. La Juventus a augmenté ses revenus, mais a tout de même dû se séparer de quelques joueurs pour soutenir le salaire de Ronaldo, comme Moise Kean par exemple. Sans le Covid, je pense qu'économiquement la stratégie aurait à peu près tenu la route, mais sportivement, elle n'a jamais vraiment payé. Et c'est pour cela que son transfert était nécessaire. Une crise judiciaire avec l'enquête en cours, sportive au vu des mauvais résultats, qui va dégénérer en crise de l'effectif d'ici la fin de saison. Alexandro, Adrien Rabiot, Juan Cuadrado et Ángel Di María sont en fin de contrat. Sur les 4, un seul devrait prolonger et s'il n'y a pas d'Europe, la Juventus va devoir gérer cette situation en étant moins attractive et avec un apport financier conséquent en moins. Si le prêt de Paredes ne sera pas reconduit, ceux de Moise Kean et Locatelli vous prendront fin et forceront la Juventus à sortir 60 millions en option obligatoire. Celui de Milik devrait aussi être levé. Pour l'instant, l'idée principale pour compléter l'effectif est de miser sur la jeunesse, de miser sur les fruits du projet next-gen de la Juventus. Avec son équipe B en 3e division italienne offrant l'expérience professionnelle, la Juventus veut créer un pont avec son centre de formation. Et l'équipe A est déjà complétée par certains joueurs de ce projet, comme Fabio Miretti, Mathias Soulé ou Ealing Junior. Mais d'autres joueurs pourraient se voir offrir cette transition. Bref, le futur du club et de l'équipe sont assez flous. Beaucoup de choses vont dépendre des sanctions que le club va connaître, des résultats sportifs de cette saison et dans le pire des cas, de la vente de certains gros joueurs. Récemment, un départ de Vlahovic a été évoqué, à voir comment la Juventus va réussir à se relancer.